Je suis allé à une soirée de luxe pour soutenir mon mari. Mais un milliardaire m'a arrêté et m'a dit, « Votre mari est à l'étage, avec ma femme. » 2 minutes plus tard, j'ai ouvert la porte. Voici ce qu'il s'est passé ensuite. Dès que j'ai ouvert la porte de cette suite d'hôtel, mon corps entier s'est glacé. Mon mari, Daniel, se tenait si près de la femme d'un autre homme qu'il n'y avait plus d'explication décente au monde. Il s'est retourné comme s'il avait entendu un coup de feu. Et je me souviens avoir pensé, avec une sorte de calme étrange qui ne correspondait pas au battement de mon cœur, c'est ainsi que se termine un mariage de 25 ans. Non pas par une grosse dispute, non pas par une confession, mais par une porte laissée entr'ouverte lors d'une fête pleine de gens qui se souciaient plus des apparences que de la vérité. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là, fixant l'homme autour duquel j'avais bâti toute ma vie d'adulte, et j'ai réalisé que je l'avais probablement perdu bien avant d'entrer dans cette pièce. Mais je m'avance. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. C'était fin octobre à Chicago, une de ces soirées froides et coupantes où l'air semble assez vif pour réveiller chaque douleur dans vos genoux et vos épaules. Daniel et moi étions mariés depuis 25 ans. Nous vivions à Naperville dans une maison en briques à 2 étages que nous avions achetée quand notre fille était encore au collège et que notre fils avait un appareil dentaire. Le genre de maison où chaque pièce gardait une trace de la vie de famille, photos de remise de diplômes, décorations de Noël dans des boîtes mal étiquetées, la légère bosse dans le mur du couloir quand notre fils avait essayé de faire du roller à l'intérieur à 12 ans. De l'extérieur, Daniel et moi avions l'air solides. Nous étions le couple que les gens décrivaient avec des mots comme « stable » et « fiable ». Nous avions traversé des licenciements, une période effrayante avec la santé de ma mère, 2 enfants quittant la maison, et les ajustements silencieux qui viennent avec l'âge. À 62 ans, je n'étais pas assez naïf pour croire que le mariage était toujours romantique. Parfois, c'était de la camaraderie. Parfois, c'était la routine. Parfois, c'était choisir la même personne encore et encore, même quand la vie avait terni tout l'éclat. Dernièrement, cependant, quelque chose avait changé. Pas d'un coup, cela aurait été plus facile. C'était de petites choses. Daniel avait commencé à faire plus attention à ses vêtements. Rien de ridicule, mais suffisamment pour que je le remarque. Des cravates de meilleure qualité, de nouvelles chaussures, une coupe de cheveux qui semblait plus chère que le salon de coiffure où il allait depuis 20 ans. Il était également devenu étrangement secret avec son téléphone. S'il s'allumait pendant que nous regardions la télévision, il y jetait un coup d'œil, puis le posait face contre terre sur l'accoudoir de la chaise. Quand je lui posais des questions sur le travail, ses réponses devenaient plus courtes. Occupé. Longue semaine. Rien d'intéressant. Daniel travaillait dans le développement commercial, et au cours de la dernière année, il s'était rapproché de gens qui avaient beaucoup d'argent, des investisseurs, des propriétaires d'hôtels, des hommes qui appartenaient à des clubs avec des listes d'attente. Et des femmes qui semblaient toujours savoir exactement quelle fourchette utiliser. Il me disait que c'était bon pour les affaires, bon pour notre avenir. Alors, quand il a dit qu'il y avait une fête importante au centre-ville et qu'il voulait que je sois là, j'y suis allé. Je me souviens être resté dans notre chambre avant de partir, essayant des boucles d'oreilles et me regardant dans le miroir. Je portais une robe bleu marine que j'avais achetée 3 ans plus tôt pour le mariage de notre nièce. Elle me seyait toujours assez bien, bien que je remarquais les endroits où l'âge m'avait changé, la mâchoire plus douce, la façon prudente dont je bougeais mon épaule gauche si je ne voulais pas qu'elle se raidisse plus tard. Je n'ai pas honte de vieillir. À cet âge, on gagne chaque ligne sur son visage. Pourtant, je savais que je n'entrais pas dans une pièce faite pour des femmes comme moi. Daniel sortit de la salle de bain, ajustant ses boutons de manchette. « Tu es belle, dit-il. »« Belle. Pas magnifique, pas charmante, juste belle. » J'ai quand même souri. « Toi aussi, tu es bien habillée. » Il me fit un rapide sourire et prit ses clés de voiture. « Reste près de moi ce soir, d'accord ? Ces gens sont importants. » Cette phrase me resta en tête. Pas, amusons-nous. Pas, je suis content que tu viennes. Juste, reste près de moi. La fête avait lieu dans un hôtel de luxe au bord de la rivière, dans l'une de ces grandes salles de bal au lustre si brillant qu'il vous faisait mal aux yeux après un moment. Le sol brillait. Les serveurs flottaient autour avec des plateaux de champagne et de minuscules petits amuse-gueules qui ressemblaient à des œuvres d'art et avaient le goût de 2 bouchées de rien. Les femmes portaient des robes qui effleuraient le sol.
Les hommes se tenaient en cercle serré, parlant de marché, d'acquisition et de maisons de vacances dans des endroits que je n'avais aucun intérêt à visiter. Toute la pièce sentait le parfum cher, le bois poli et l'argent. Je tenais un verre de vin blanc et j'essayais de ne pas avoir l'air aussi mal à l'aise que je l'étais. Pendant les 20 premières minutes environ, Daniel est resté à mes côtés. Il m'a présenté des gens dont j'ai oublié les noms presque immédiatement. Il a posé une main légère sur mon dos, a souri de son sourire d'affaires et a répété les mêmes choses encore et encore. Ma femme, Ava. Nous sommes à Naperville depuis des années. Oui, nos enfants sont grands. Puis, petit à petit, il a dérivé. D'abord vers une conversation, puis une autre. À un moment donné, je me suis retourné après avoir parlé à une femme en robe argentée, et il était parti. J'ai vérifié mon téléphone. Rien. Je me suis dit de ne pas être ridicule. Il circulait, il réseautait. C'était le but de la soirée. Pourtant, après 10 minutes, puis 15, une lourde sensation a commencé à s'installer dans mon estomac. J'ai cherché près du bar, près des portes de la terrasse, près du groupe d'hommes riant près de la scène. Pas de Daniel. C'est là que j'ai remarqué l'homme qui me regardait. Il ne fixait pas d'une manière grossière. Plus comme s'il avait déjà décidé quelque chose et attendait de voir si je pouvais le supporter. Il était grand, peut-être la soixantaine, vêtu d'un costume sombre qui coûtait probablement plus que mon budget d'épicerie mensuel. Des tempes argentées, composées, le genre de visage qui avait appris à ne pas en révéler beaucoup. Il s'avança vers moi, un verre de bourbon à la main. « Vous cherchiez votre mari, dit-il. » Ce n'était pas vraiment une question. J'ai esquissé un petit sourire poli. Ai-je été si évidente? Oui. Sa voix était basse, contrôlée, non pas méchante, juste assurée. Je l'ai dépassé du regard, espérant toujours apercevoir Daniel revenir à travers la foule. Je suis sûr qu'il est coincé dans une conversation d'affaires. L'homme a maintenu mon regard. Puis il a dit très doucement, « Votre mari est à l'étage avec ma femme. » Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru l'avoir mal entendu. La musique jouait toujours. Quelqu'un à proximité riait trop fort. Un serveur passa en brossant ma manche avec un plateau de flûte à champagne. Mais tout ce que j'entendais, c'était cette phrase qui se répétait dans ma tête comme si elle était entrée dans la pièce et avait tout le reste. J'ai laissé échapper un petit rire nerveux. Je suis désolé. Il ne sourit pas. Votre mari est à l'étage, répéta-t-il, avec ma femme. Mes doigts se serrèrent autour de la tige de mon verre de vin jusqu'à ce que le froid me morde la main. Ce n'est pas possible. Je le dis rapidement, automatiquement, comme les gens le font quand ils essaient de fermer une porte avant que la panique n'entre. Il prit une inspiration, et pour la première fois je vis quelque chose derrière son expression calme. Pas de rage, pas même de surprise. Reconnaissance. J'espère pour vous que je me trompe, dit-il. Ce fut le moment où mon cœur commença à battre assez fort pour que je le sente dans ma gorge. Car quelque part sous mon déni, sous ma fierté, sous toutes les excuses que j'avais trouvées au cours de la dernière année, je savais qu'il n'avait peut-être pas tort. Je ne bougeais pas tout de suite. Pendant quelques secondes, je restais là, fixant cet homme que je n'avais jamais rencontré, essayant de décider s'il était cruel ou s'il me disait quelque chose que je n'avais pas eu le courage de m'avouer. « Je crois que vous vous trompez, dis-je, mais ma voix ne sonnait pas aussi ferme que je l'aurais voulu. » Il hocha la tête une fois, sans discuter, sans insister. « J'ai pensé la même chose, répondit-il. » Cette réponse me déconcerta plus que tout le reste. Je regardai à nouveau mon téléphone. Toujours rien de Daniel. Pas de message, pas d'appel manqué, pas d'explication. Juste le silence. « Depuis combien de temps le cherchez-vous » demanda l'homme. J'ai dégluti. 15, 20 minutes, peut-être. Il laissa échapper un petit soupir, presque fatigué. Cela semble à peu près juste. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû me dire que c'était absurde, que je ne connaissais pas cet homme, que Daniel ne m'humilierait pas comme ça dans une pièce pleine de gens qui pouvaient affecter sa carrière. Mais quelque chose en moi, quelque chose de calme et de persistant, me retint. « Pourquoi me dites-vous cela » demandai-je. Il maintint mon regard. Parce que je ne voulais pas le croire non plus, et j'aurais voulu que quelqu'un me le dise. Cela me toucha plus durement que prévu. Pendant un instant,
aucun de nous ne parla. Autour de nous, la fête continuait, les verres tintaient, les conversations feutraient, le doux murmure de la musique, mais tout cela semblait lointain maintenant, comme si j'étais juste à l'extérieur. « Je m'appelle Richard, dit-il après un instant. Ava. Je sais, répondit-il doucement. Votre mari vous a présenté plus tôt. Bien sûr qu'il l'avait fait. Une légère rougeur d'embarras me monta au cou, bien que je n'aurais pas pu dire exactement pourquoi. Peut-être parce que soudain, j'avais l'impression d'être la dernière personne dans la pièce à comprendre ce qui se passait dans mon propre mariage. Je pris une lente inspiration. Et votre femme? Claire. Il n'élabora pas. Il n'en avait pas besoin. Je regardai vers l'extrémité de la salle de bal où un grand escalier s'élevait en courbe vers les étages privés de l'hôtel. Il était délimité par une corde, mais des gens montaient et descendaient occasionnellement, le personnel, des invités avec accès, le genre de personnes que Daniel avait tant essayé d'impressionner. Cette zone est restreinte, n'est-ce pas, dis-je, plus à moi-même qu'à lui. Pour la plupart des gens, répondit Richard, pas pour eux. Ma poitrine se serra. Je repensais à Daniel plus tôt ce soir-là, à la façon dont il regardait sa montre, à la façon dont son attention semblait partagée. Reste près de moi, avait-il dit. Et puis c'est lui qui avait disparu. J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. Peut-être qu'il est en réunion ou. Suite privée, dit Richard tranquillement. Il ne m'interrompait pas. Il achevait la pensée que je ne voulais pas exprimer à voix haute. Pendant un instant, je fermai les yeux. Et c'est alors que les souvenirs sont venus, les uns après les autres, comme s'ils attendaient leur tour. Daniel dans la cuisine à minuit, parlant doucement au téléphone, tournant le dos quand j'entrais. La façon dont il avait commencé à prendre des appels dehors, même par temps froid. Le nouveau parfum qu'il disait qu'un client lui avait recommandé. La distance, pas physique exactement, mais quelque chose de plus calme, de plus froid. Je m'étais dit que c'était le stress, que nous étions plus âgés, que les choses changeaient, que tout silence ne signifiait pas que quelque chose n'allait pas. J'ai rouvert les yeux et regardé Richard. Son expression n'avait pas changé, mais il y avait quelque chose de lourd derrière elle. L'expérience peut-être, ou la résignation. Depuis combien de temps, lui demandai-je. Il comprit ce que je voulais dire. Quelques mois, dit-il, au moins. Mon estomac se retourna. C'est ce que je pensais, murmurai-je presque à moi-même. Richard m'étudia un instant. Vous n'êtes pas obligé de monter là-haut, dit-il, pas si vous ne voulez pas. J'ai laissé échapper un court souffle sans humour. Si je n'y vais pas, dis-je, je passerai le reste de ma vie à me demander. Il hocha la tête. C'est vrai. Nous restâmes là une seconde de plus. Je remarquai que mes mains tremblaient légèrement, alors je posai mon verre de vin sur un plateau qui passait avant de le laisser tomber. La musique semblait plus forte maintenant, presque intrusive. Je sentais à nouveau le parfum, trop doux, s'accrochant à l'air. Je ne sais même pas ce que je vais dire, avouai-je. Vous n'avez rien à dire, répondit Richard. Parfois, voir suffit. Cela me glaça, car j'avais le sentiment qu'il avait raison. Je regardais une fois de plus la pièce, les lumières, les gens, l'illusion que tout était poli et parfait, et je réalisais que plus rien n'avait d'importance. Quoi qu'il y ait à l'étage, c'était la vérité. D'accord, dis-je doucement. Richard ne me demanda pas si j'étais sûr. Il se tourna simplement vers l'escalier. Nous marchâmes côte à côte, sans nous toucher, sans parler, juste deux personnes se dirigeant vers quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait défaire. À notre approche, un membre du personnel nous regarda, puis Richard, et s'écarta sans un mot. Cela me dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur qui il était dans ce monde et la facilité avec laquelle les portes s'ouvraient pour des gens comme lui. Au moment où nous franchîmes la corde, le bruit de la salle de bal commença à s'estomper. Au moment où nous atteignîmes le haut de l'escalier, il était presque complètement disparu. Le couloir à l'étage était sombre, moquetté et silencieux d'une manière qui semblait anormale après le chaos d'en bas. Mes talons s'enfonçaient doucement dans le sol, ne cliquetant plus, n'annonçant plus ma présence. Mon cœur, en revanche, battait si fort que j'étais sûr qu'il faisait écho. Je le sentais dans ma poitrine, ma gorge, même dans mes oreilles. Chaque pas en avant semblait plus lourd, plus lent, plus définitif. Au bout du couloir,
il y avait quelques portes fermées. L'une d'elles, juste une, était légèrement entr'ouverte. Une fine ligne de lumière chaude se répandait dans le couloir. Richard ralentit, puis il s'arrêta. « Celle-là, dit-il. » Je fixai la porte. Ma bouche était sèche. C'était ça, le moment avant que tout ne change. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai pensé à faire demi-tour, à redescendre, à trouver mon manteau, à rentrer chez moi, à faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Mais je savais que je ne croirais plus ce mensonge. Je fis un pas en avant. Ma main se leva, planant à quelques centimètres de la porte. C'était une si petite chose, vraiment, juste une porte. Mais de l'autre côté se trouvait la vérité, et je ne savais pas ce qui me faisait le plus peur, de me tromper ou de ne pas me tromper. Pendant un instant, ma main resta suspendue. Je pouvais sentir la légère chaleur de la lumière traversant la fente de la porte. J'entendais quelque chose, deux voix douces, basses, proches, pas des mots que je pouvais distinguer, juste le genre de ton que les gens utilisent quand ils pensent que personne d'autre n'écoute. Ma poitrine se serra. Je jetai un coup d'œil à Richard. Il ne bougea pas, ne me pressa pas. Il resta simplement là, les mains le long du corps, son expression calme, mais pas vide. Il y avait quelque chose derrière, quelque chose qui me disait qu'il avait déjà vécu ce moment dans sa tête 100 fois. « Tu n'es pas obligé, dit-il doucement. » J'ai secoué la tête. « Non, murmurai-je, je dois. » Parce que je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Ce que je ne savais pas encore, c'était jusqu'où c'était allé. Je pris une inspiration qui ne remplit pas tout à fait mes poumons et ouvris la porte. Elle ne s'ouvrit pas en grand, juste assez pour que la vérité sorte et me rencontre. Daniel était près de la fenêtre, et Claire, la femme de Richard, était beaucoup trop près de lui. Non seulement proche, mais familière. Le genre de proximité qui n'arrive pas par accident. Sa main reposait légèrement sur sa poitrine. Sa tête penchée vers la sienne, comme s'ils avaient parlé à voix basse, partageant quelque chose de privé, quelque chose qui n'avait rien à faire dans un mariage. Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis Daniel se retourna. Son visage, mon Dieu, je ne l'oublierai jamais, se vida de sa couleur si vite que c'était comme regarder quelque chose s'effondrer de l'intérieur. Ava. Il ne termina pas, car tout ce qu'il vit sur mon visage l'arrêta. Je ne m'avançai pas. Je n'élevai pas la voix. Je restais simplement là, absorbant tout, chaque détail. La façon dont sa veste était déboutonnée, la façon dont sa main tomba trop vite, l'espace entre eux à peine là maintenant, mais pas assez large pour effacer ce que j'avais déjà vu. Claire se tourna ensuite. Richard. Sa voix se brisa sur son nom. J'entendis Richard entrer derrière moi, mais je ne me retournai pas. Je n'en avais pas besoin. Tout ce que j'avais besoin de comprendre était juste devant moi. Ce n'est pas ce que tu crois, dit Daniel rapidement. C'était ça, la phrase que les gens utilisent quand il n'y a plus rien à dire. Et étrangement, j'ai presque souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si prévisible. Alors, dis-moi ce que c'est, dis-je. Ma voix était calme, posée, presque douce. Cela sembla le secouer plus que si j'avais crié. Daniel ouvrit la bouche, la referma, regarda Claire, puis de nouveau moi. Rien ne sortit, car il n'y avait rien à dire qui aurait pu changer ce que j'avais déjà vu. Derrière moi, Richard parla. Ne fais pas ça, dit-il doucement. Pas en colère, pas fort, juste définitif. Claire le regarda, les yeux écarquillés, cherchant quelque chose, la compréhension, le pardon, peut-être même le déni. Richard, s'il te plaît, c'est juste, ça arrive toujours, n'est-ce pas, répondit-il. La façon dont il le dit, ce n'était pas une question. C'était une conclusion. La pièce retomba dans le silence. Je pouvais maintenant entendre ma propre respiration, lente, contrôlée, comme si mon corps avait décidé que la panique n'était plus utile. Je regardais Daniel, le regardais vraiment. Et ce qui me surprit le plus, ce n'était pas la colère, c'était la clarté. Pendant des mois, peut-être plus, j'avais essayé de comprendre ce qui avait changé en lui. Maintenant, je savais. Pourquoi, demandai-je. Il secoua la tête rapidement. Ce n'est pas comme ça. Depuis combien de temps, l'interrompis-je.
C'était la question qui importait. Tout le reste n'était que du bruit. Daniel hésita. Et dans cette hésitation, j'obtins ma réponse. Mais j'attendis quand même, car j'avais besoin de l'entendre le dire. Quelques mois, admit-il doucement. Les mots s'installèrent dans la pièce comme quelque chose de lourd, de permanent. Je hochai la tête une fois. C'était tout. Pas de surprise, pas de crise, juste une confirmation, car soudain, tout prenait sens. Les nuits tardives, le téléphone tournait loin de moi, la distance que j'avais si désespérément essayé d'expliquer. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas du stress. C'était un choix, répété encore et encore. J'allais te le dire, dit Daniel, faisant un pas vers moi. Je levai légèrement la main. Il s'arrêta. Non pas parce que je l'y forçais, mais parce que quelque chose en moi avait changé et qu'il le sentait. Non, dis-je doucement, tu n'allais pas le faire. Il semblait vouloir argumenter, mais il ne le fit pas, car nous connaissions tous les deux la vérité. De l'autre côté de la pièce, Claire tenta de nouveau. Nous n'avions pas prévu cela, dit-elle, sa voix hésitante, c'est arrivé. Je la regardai. Pendant un instant, je ressentis quelque chose, non pas de la sympathie, pas de la colère exactement, juste une reconnaissance, car j'avais été elle un jour, quelqu'un qui trouvait des excuses, quelqu'un qui se racontait une histoire avec laquelle elle pouvait vivre. Mais plus maintenant. Ce n'est pas juste arrivé, dis-je calmement, ça a continué d'arriver. Cela sembla avoir plus d'impact que tout le reste. Daniel passa une main dans ses cheveux, faisant les 100 pas comme s'il essayait de trouver une solution à quelque chose qui n'en avait plus. Nous pouvons arranger ça, dit-il finalement. Ava, nous avons traversé trop de choses pour tout jeter pour une erreur. Je maintenais son regard. Et c'est là que tout devint clair. Ce n'était pas une erreur pour lui. C'était quelque chose qu'il pensait pouvoir gérer, équilibrer, cacher, contrôler, jusqu'à ce que cela soit exposé. Tu n'as pas fait une erreur, dis-je doucement. Il se figea. Tu as pris une décision, continuai-je, et puis tu l'as reprise, encore et encore. Il n'y avait pas de larmes dans mes yeux, pas encore, parce que la douleur n'avait pas encore pleinement frappé. Ce que je ressentais à la place, c'était quelque chose de plus froid, quelque chose de plus stable. Je ne crois pas qu'il reste quoi que ce soit à réparer, dis-je. Derrière moi, j'entendis Richard prendre une lente inspiration. Pas de soulagement, pas de satisfaction, juste de l'acceptation. Daniel me regarda comme s'il ne reconnaissait pas la personne qui se tenait devant lui. Peut-être qu'il ne la reconnaissait pas, car la femme qui se serait battue pour ça, la femme qui aurait supplié, ou pleuré, ou essayé de tout maintenir, elle n'était plus là. Je l'avais laissée quelque part entre la salle de bal et cette porte. Personne ne m'arrêta quand je me retournai pour partir. C'est la partie qui me resta en tête plus tard. Personne ne me retint, ni Daniel, ni Claire, ni même Richard, parce que je crois qu'à ce moment-là, ils avaient tous compris que quelque chose avait déjà pris fin. Je passai devant Daniel sans le regarder à nouveau. Mes pas étaient réguliers, mesurés, sans hâte. Mais je pouvais le sentir derrière moi. L'hésitation, la panique s'installant enfin. Ava, attends. Je ne le fis pas. J'avais passé 25 ans à écouter cette voix. Je n'allais pas recommencer maintenant. Le couloir sembla plus long en sortant. L'air plus froid. Ou peut-être n'était-ce que moi qui ressentais enfin tout ce que j'avais retenu. Quand j'atteignis le haut des escaliers, je m'arrêtai une seconde. Non pas parce que je voulais revenir. Mais parce que je savais qu'une fois que je descendrais ces marches, je ne reviendrais pas à la vie que j'avais avant. Je posai ma main sur la rampe. Elle était fraîche, solide, réelle. Et puis je descendis. Le bruit de la fête revint lentement, comme si quelqu'un augmentait le volume d'un monde auquel je n'appartenais plus. Rire, musique, conversation sur les affaires, les vacances, et des choses qui me semblaient soudain très lointaines. Je traversai la pièce. Pas d'adieu. Pas d'explication. Juste une sortie discrète. Je trouvai le vestiaire, donnai mon ticket à la jeune femme derrière le comptoir, et attendis qu'elle me rende mon manteau. Mes mains étaient stables maintenant, trop stables. Comme si mon corps avait dépassé le choc et s'était installé dans autre chose. La clarté. Dehors, l'air froid de Chicago me frappa de plein fouet.
tranchant, pur, honnête. Je pris une profonde inspiration. Pour la première fois de la nuit, j'eus l'impression de pouvoir remplir mes poumons. Le voiturier amena la voiture. Je suis rentré seul. La maison était sombre quand je me suis garé dans l'allée. Plus que tout, cela rendait la chose réelle. Je suis entré, j'ai posé mon sac sur le comptoir de la cuisine, et je suis resté là un instant. L'horloge du micro-ondes indiquait 23h47. Tout semblait exactement pareil que quand nous étions partis. Et pourtant, rien ne l'était. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'ai rien jeté. Je ne me suis pas effondré sur le sol comme on le voit dans les films. J'ai préparé une tasse de thé. Camomille, la même que je buvais depuis des années. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai enveloppé mes mains autour de la tasse, sentant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts. Et j'ai pensé à la dernière année. À chaque instant que j'avais ignoré. À combien de fois j'avais choisi le confort plutôt que la vérité. Vers 1h du matin, je suis monté à l'étage. J'ai fait une petite valise. Pas tout, juste assez. Quelques vêtements, mes affaires de toilette, quelques papiers du tiroir du bureau dont je savais que j'aurais besoin. J'ai fait une pause en ouvrant le placard. Les costumes de Daniel étaient soigneusement suspendus d'un côté, les miens de l'autre. Pendant une seconde, j'ai tendu la main et touché l'une de ses vestes. Puis j'ai laissé ma main retomber. Il n'y avait plus rien pour moi là-dedans. J'ai dormi dans la chambre d'amis. Si on peut appeler ça dormir. Mon corps était immobile, mais mon esprit rejouait sans cesse ce moment. La porte, la lumière, l'expression de son visage. Au matin, je n'étais plus engourdi. J'étais certaine. Daniel est rentré vers 7h30. J'ai entendu la porte d'entrée, ses pas, l'hésitation dans le couloir. Il savait. Il savait que je savais. Ava. Sa voix était plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. Prudente. Je suis descendu. Il était dans la cuisine, toujours dans le même costume, sa cravate desserrée, le visage tiré. Je peux expliquer, dit-il immédiatement. Je m'adossai au comptoir. Vas-y. Il passa une main sur son visage. Ça n'a pas commencé comme tu le penses, commença-t-il. Nous travaillions sur le même projet. Nous passions beaucoup de temps ensemble et tu as couché avec elle, dis-je. Il tressaillit. Ce n'était pas Daniel. Je n'ai pas élevé la voix. Mais il s'arrêta. Parce que quelque chose dans mon ton lui fit comprendre que je n'étais pas intéressé par la version de l'histoire qu'il s'apprêtait à raconter. Je ne demande pas de détails, dis-je. Je te demande d'être honnête. Il déglutit. Puis doucement, oui. Le mot resta suspendu entre nous. Petit. Final. Et tu pensais pouvoir continuer ça, demandai-je. Non, dit-il rapidement. J'allais y mettre fin. Je ne savais juste pas comment te le dire. Je l'ai étudié un instant. Toutes ces années. Toutes ces conversations. Toutes les façons dont nous avions appris à nous lire l'un l'autre. Et maintenant, il me semblait un étranger. Tu n'avais pas prévu de me le dire, dis-je. Tu avais prévu de ne pas te faire prendre. Il ne discuta pas. Car nous savions tous les deux que c'était vrai. Je t'aime, dit-il, sa voix se brisant légèrement. Cela n'a pas changé. J'ai laissé échapper un lent souffle. Peut-être que non, dis-je. Mais tes choix l'ont fait. Il s'approcha. Nous pouvons arranger ça, insista-t-il. Nous avons construit trop de choses pour tout jeter pour une erreur. C'était encore là. Ce mot. Arranger. Comme si c'était quelque chose de cassé qui pouvait être réparé si nous faisions juste assez d'efforts. J'ai secoué la tête. Non, dis-je doucement. Nous avons construit quelque chose et tu t'en es éloigné. Son visage se crispa. J'ai fait une erreur. Je le regardais. Et pour la première fois, je le dis à voix haute. Tu as pris une série de décisions, répondis-je. Et maintenant, tu dois vivre avec elle. Il tendit la main vers la mienne. Je reculai. C'est à ce moment-là qu'il comprit. Pas l'affaire. Pas la confrontation. Mais ça.
La distance. Le fait que je n'essayais plus de le retenir. Ava, ne fais pas ça, dit-il, presque suppliant maintenant. Mais je l'avais déjà fait. Je l'avais fait au moment où j'étais sorti de cette pièce. Je ne fais rien, dis-je. Je ne t'empêche juste pas d'affronter ce que tu as choisi. Au cours des jours suivants, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai fait quelque chose de bien plus déstabilisant. Je suis devenue silencieuse. J'ai appelé un avocat. J'ai ouvert un compte séparé. J'ai fait une liste. Ce dont j'avais besoin, ce que je prenais, ce que je laissais derrière moi. Daniel a tout essayé. Excuses, promesses, explications. Mais quelque chose en moi s'était mis en place. Et une fois que cela arrive, il n'y a plus de retour en arrière possible. Puis j'ai pris une autre décision. Une à laquelle il ne s'attendait pas. J'ai cessé de le protéger. Quand les gens appelaient, amis, collègues, personnes des mêmes cercles dont il se souciait tant, je n'ai pas menti. Je n'ai pas dramatisé. Je ne l'ai pas exposé avec colère. J'ai simplement dit la vérité. Calmement. Et dans son monde, c'était pire que n'importe quelle scène que j'aurais pu faire. Parce que les réputations ne s'effondrent pas à cause du bruit. Elles s'effondrent à cause de faits silencieux que personne ne peut nier. L'appartement était plus petit que la maison. C'est la première chose que j'ai remarquée en portant ma dernière boîte. Pas de long couloir, pas de deuxième escalier, pas de chambre supplémentaire que nous n'utilisions que lorsque les enfants rentraient à la maison pour les vacances. Juste un salon, une petite cuisine, et une chambre avec une fenêtre qui donnait sur une rangée d'érables. Simple. Calme. À moi. J'ai posé la boîte par terre et je suis resté là un instant à écouter. Pas de télévision en arrière-plan, pas de pas à l'étage, pas de téléphone qui sonne sur le comptoir. Juste le silence. Le genre qui semble lourd au début. Le genre dont on n'est pas sûr de vouloir. Ce premier soir, je n'ai pas beaucoup déballé. J'ai fait le lit. Mis quelques affaires dans la salle de bain. Posé ma cafetière sur le comptoir de la cuisine comme si c'était la seule pièce de vie normale dont je savais que j'aurais besoin le matin. Puis je me suis assise sur le canapé. Et c'est là que ça m'a frappé. Pas la colère. Ni même la trahison. Le vide. Après 25 ans, on ne perd pas seulement une personne. On perd une routine, un rythme, une version de soi-même. J'ai pris mon téléphone plus d'une fois cette nuit-là, presque par habitude. Pensant que je devais dire quelque chose à Daniel, demander quelque chose, continuer quelque chose. Mais il n'y avait plus rien à dire. Alors je l'ai reposé. Le sommeil ne vint pas facilement. Je restais allongé, fixant le plafond, écoutant des bruits inconnus. Le ronronnement du réfrigérateur, une voiture passant dehors, quelqu'un marchant dans l'appartement au-dessus de moi. À un moment donné, je me suis tourné sur le côté et je l'ai senti. Cette vague aiguë et soudaine dans ma poitrine. Et pour la première fois, j'ai pleuré. Pas fort, pas de façon dramatique. Juste doucement. Parce que peu importe la clarté de votre esprit, votre cœur a encore besoin de temps pour rattraper son retard. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Par habitude. Pendant des années, je m'étais levé avant Daniel, préparais le café, commençais la journée de la même manière. Cette fois, j'ai fait une tasse, me suis assise à la petite table de la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre. Les arbres prenaient des couleurs, rouge, orange, or. J'ai enveloppé mes mains autour de la tasse et j'ai laissé la chaleur s'installer dans mes doigts. C'était différent. Solitaire, oui. Mais aussi, plus léger. Comme si je n'avais pas à me préparer à quoi que ce soit. Les premiers jours furent les plus difficiles. Non pas parce que je doutais de ma décision. Mais parce que tout me rappelait ce que j'avais laissé derrière moi. Une allée de supermarché où je prenais automatiquement quelque chose que Daniel aimait. Une émission de télévision que nous regardions ensemble. Une chanson à la radio qui me faisait serrer le volant un peu plus fort. Mais lentement, ces moments ont changé. Ils n'ont pas disparu. Ils ont juste cessé de faire mal de la même manière. J'ai commencé à marcher le matin. Il y avait un sentier non loin de l'appartement, serpentant à travers un petit parc. Rien de spécial,
juste des arbres, des bancs et quelques autres personnes de mon âge faisant la même chose, essayant de rester actives, essayant de rester stable. Au début, je marchais la tête baissée. Mais après un certain temps, j'ai commencé à remarquer des choses. Le bruit des feuilles sous mes chaussures. La façon dont la lumière du soleil filtrait à travers les branches. Les petits saluts des gens que je croisais. Bonjour. Belle journée. De petites choses. Mais réelles. J'ai recommencé à lire. Des livres que j'avais mis de côté il y a des années parce que la vie était devenue trépidante. Ou parce que j'étais trop fatigué à la fin de la journée pour me concentrer sur autre chose que le bruit de fond. Maintenant, je m'asseyais avec eux. Page par page. Laissant mon esprit ralentir. Daniel continuait d'appeler. Au début, tous les jours, puis tous les quelques jours. Il laissait des messages, longs, courts, certains s'excusant, d'autres essayant d'expliquer, certains juste silencieux, comme s'il ne savait plus quoi dire, mais ne voulait pas du silence entre nous. J'en ai écouté quelques-uns, puis j'ai arrêté. Non pas par colère, mais parce que rien de ce qu'il disait ne changeait rien. Un après-midi, environ 3 semaines après mon déménagement, j'ai rencontré quelqu'un du cercle de Daniel dans une épicerie. Marc, un de ses associés. Il a semblé surpris de me voir. « Ava » a-t-il dit, « je ne vous ai pas vu ces derniers temps. Tout va bien ?» C'était ça, le moment que je savais allait arriver. J'aurais pu sourire, dire que tout allait bien, protéger Daniel, protéger l'image, comme je l'avais fait pendant des années, mais je ne l'ai pas fait. J'ai croisé son regard. « Nous nous séparons » dis-je calmement. Marc cligna des yeux. « Oh, je suis désolé d'entendre ça. » J'ai hoché la tête une fois. « Il voit quelqu'un d'autre » ai-je ajouté. Aucune amertume, aucune voix élevée, juste la vérité. L'expression de Marc changea, pas de façon spectaculaire, mais suffisamment. « Je ne savais pas » dit-il. « Je ne pense pas que beaucoup de gens le savaient » répondis-je. C'était tout. Pas de détails, pas de scène. J'ai pris mon panier et je suis parti, mais je savais que dans un monde comme celui de Daniel, cette conversation ne resterait pas dans une épicerie. Elle se déplacerait, discrètement, de personne en personne, d'une conversation à l'autre. Et ainsi, l'image qu'il avait tant travaillé à construire commencerait à se fissurer. Les semaines passèrent, puis un mois, puis 2, et quelque chose en moi se mit en place. Pas le bonheur, exactement, pas encore, mais la paix. Un après-midi, ma fille a appelé. Elle était au courant, bien sûr. J'avais dit aux 2 enfants très tôt. « Comment vas-tu vraiment » demanda-t-elle. Je regardais autour de l'appartement, la lumière du soleil traversant la fenêtre, le livre sur la table, la vie que je reconstruisais lentement. « Je vais bien » dis-je, et pour la première fois, je le pensais. Non pas parce que tout était facile, mais parce que tout était honnête, et cela faisait toute la différence. C'était un mardi après-midi que je le revis. Non pas Daniel, mais Richard. J'avais fait une pause dans un petit café à quelques pâtés de maison de mon appartement, le genre d'endroit qui ne se force pas trop, juste du bon café, quelques pâtisseries, une musique discrète en arrière-plan, et des gens qui viennent plus pour la pause que pour le menu. J'ai commandé un café filtre ordinaire, rien d'extravagant, et je me suis retourné pour trouver une place. C'est là que je l'ai vu, assis près de la fenêtre, lisant quelque chose sur sa tablette, une tasse de café devant lui. Pendant une seconde, j'ai hésité, non pas parce que je ne voulais pas le voir, mais parce que je ne m'attendais pas à me sentir calme. Après tout ce qui s'était passé cette nuit-là, je pensais qu'il pourrait y avoir de la gêne ou de la lourdeur, mais il n'y en avait pas, juste de la reconnaissance. Il leva les yeux au même moment, et pendant une brève seconde, nous nous arrêtâmes tous les deux, comme si nous confirmions que l'autre personne était réelle, pas seulement une partie d'un souvenir que nous avions rangé. Puis il esquissa un petit sourire poli. « Ava. »« Richard. » Je m'approchai. « Ça vous dérange si je m'assois » demandai-je. « Pas du tout. » Je posai mon café et pris la chaise en face de lui. Pendant un instant, aucun de nous ne parla, non pas d'une manière inconfortable, juste silencieusement. « Comment allez-vous » demanda-t-il finalement. J'ai réfléchi à la question. C'est drôle comme après quelque chose comme ça, les gens s'attendent à ce que vous disiez « mieux » ou « bien » ou « ça va venir », mais la vérité est généralement plus compliquée.
Je suis stable, dis-je. Il hocha la tête. C'est un bon endroit où être. Et vous? Il se pencha légèrement en arrière. Pareil, dit-il. Une fin propre, sans drame, ce qui, à notre âge, est à peu près le mieux qu'on puisse espérer. Je souris faiblement. C'est exact. Nous sommes restés là un moment, parlant de cette manière facile que les gens ont quand ils n'ont pas besoin d'expliquer toute l'histoire, car nous la connaissions déjà tous les deux. À un moment donné, il dit, j'ai entendu parler de Daniel. Je le regardai, non pas surprise, juste consciente. Qu'avez-vous entendu, demandai-je. Il but une lente gorgée de son café. Des affaires qui échouent, quelques partenaires qui se retirent, des gens qui reconsidèrent les choses. J'ai hoché la tête. Cela a tendance à arriver, dis-je doucement. Il n'y avait aucune satisfaction dans ma voix, aucun triomphe, juste une reconnaissance, car la vérité est que je n'avais pas cherché à détruire quoi que ce soit. J'avais juste cessé de le protéger, et parfois, c'est suffisant. Richard m'étudia un instant. Vous avez géré ça avec plus de retenue que la plupart des gens, dit-il. J'ai laissé échapper un petit souffle. À cet âge, répondis-je, on apprend que le bruit ne répare rien. Non, acquiesça-t-il, ça empire généralement. Nous retombâmes dans le silence. Dehors, un couple passa devant la fenêtre, riant de quelque chose que je n'entendais pas. La lumière traversant la vitre était douce, la fin de l'après-midi virant au soir. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais présente, non pas coincée dans le passé, non pas inquiète de l'avenir, juste ici. Vous savez, dit Richard après un instant, cette nuit-là, j'ai cru que c'était la pire chose qui puisse arriver. Je le regardais. Et maintenant? Il esquissa un petit sourire pensif. Maintenant, je pense que c'était le plus clair. Cela me resta en tête, car il avait raison. Ce n'est pas la trahison elle-même qui a tout changé. C'est la clarté qui l'a accompagnée, la suppression du doute, la fin de l'incertitude. Avant, je pensais que quelque chose n'allait pas, dis-je lentement, mais je ne pouvais pas le prouver, alors je continuais à m'adapter, à l'expliquer. Richard hocha la tête. J'ai fait de même. Et puis, tout à coup, continuai-je, c'était là, pas de confusion, pas de zone grise, juste la vérité, dit-il. Exactement. Nous restâmes silencieux un instant. Puis il me regarda, non pas d'une manière curieuse, mais d'une manière ferme et respectueuse. Que allez-vous faire maintenant, demanda-t-il. Ce n'était pas une question piégée, juste une question honnête. J'y ai réfléchi, à l'appartement, au matin calme, aux promenades, à la petite reconstruction constante de quelque chose qui m'appartenait seulement. Je ne sais pas encore, ai-je admis, et je pense que c'est bien. Il sourit. Ça l'est. Nous avons fini notre café sans nous presser. Quand je me suis levé pour partir, il l'a fait aussi. Prenez soin de vous, Ava, dit-il. Vous aussi, Richard. Il n'y avait aucune promesse de plus, aucune attente, juste deux personnes qui avaient traversé la même tempête et trouvé leur chemin. Je sortis dans l'air frais. Le ciel prenait cette douce teinte gris-bleu qu'il a avant le coucher du soleil. Les réverbères s'allumaient un par un. J'ai serré un peu plus mon manteau autour de moi et j'ai commencé à marcher. Et en le faisant, j'ai réalisé quelque chose. Cette nuit-là, celle qui a commencé par une porte laissée légèrement ouverte, ne m'a pas tout pris. Elle m'a donné quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu, moi-même. Pas la version de moi qui s'adaptait, pas la version qui ignorait les choses pour maintenir la paix, mais celle qui pouvait faire face à la vérité et choisir différemment. Si vous écoutez ceci en ce moment, et que quelque chose dans votre vie semble faux, même si vous ne pouvez pas l'expliquer, faites attention à ce sentiment. Vous n'avez pas besoin de preuves pour savoir que quelque chose ne va pas. Et si la vérité arrive un jour, discrètement, inopinément, peut-être même douloureusement, n'ayez pas peur de ce qu'elle vous prend, car parfois, elle vous rend aussi quelque chose. Si cette histoire vous a touché, ou vous a rappelé un moment de votre propre vie, prenez un instant pour y réfléchir. Et si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci, réelles, honnêtes, et un peu plus proches de la vérité que la plupart d'entre nous vivent, n'hésitez pas à nous suivre. Parfois, les histoires les plus difficiles sont celles qui nous aident à nous voir plus clairement.